Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ici sur ces voies d'Orléans avec ce ciel magnifique, ce soleil, il fait chaud, on se croirait en été. Et c'est une très bonne idée d'avoir mis ce chapiteau ici. On vit un moment extraordinaire aujourd'hui. Alors on va faire une table ronde, une rencontre autour de la langue française et de la littérature monde. Le sujet est vaste, vous l'avez vu sur le programme. On va se concentrer évidemment sur les œuvres de Patrick Chamoiseau et de Max Lobé qui sont avec nous. Je vous le disais tout à l'heure, lors de l'inauguration, on a des petits soucis de train. Moi-même, puisque je suis venu en moto de Paris pour être là à l'heure, à 14h. non, mais c'est pas pour ça. Et par contre, il y en a qui n'ont pas pu venir du tout. Donc Maïs Abeille n'a pas pu se déplacer. Et également Abdourahmane Ouaberi ne peut pas être avec nous. Mais Patrick Chamoiseau et Max Lobé, c'est un beau plateau. Vous allez voir, ils ont énormément de choses à dire. Je les connais bien tous les deux et ils sont extraordinaires et passionnants. La compagnie, donc l'Idée du Nord, vous les avez entendus tout à l'heure, avec leur belle combinaison rouge. Ils vont interpréter un texte d'Édouard Glissant, je crois, et un texte de Max Lobé. Oui, c'est ça. Allez-y, tenez, je vous prête mon micro. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par vous lire un extrait de Loin de Douala, livre donc de Max Lobé. Nous cherchons le bar Passe-Passe. Ça te dit quelque chose, ma chérie Coco ? Vous êtes aussi footballeur, c'est ça ? La voix grave de la jeunette ne laisse aucune ambiguïté. C'est un travelot. Allez, mes chouchous d'amour, on y va ? Je vais vous transporter au 69e ciel. Avec moi, c'est tout en un. Et tenez-vous bien, j'ai un master en fellation. Mal à l'aise, je m'assure qu'autour de nous, personne ne nous observe. Mais c'est le contraire. Les concurrentes de notre travelot aux longues jambes attendent un refus pour se précipiter sur nous. T'as tes yeux au mon loulou, t'as qu'à choisir tes positions. Dis-moi juste ta religion et je m'occupe du reste. Pourquoi ma religion ? Bah, nom du pipe, c'est pourtant clair. Aux catholiques, le missionnaire. Aux musulmans, la levrette. 3 ans, une longue expérience, bébé. Seulement pour toi, chérie. Un abonnement spécial. On verra ça après. Pour l'heure, je cherche le passe-passe-bar. Une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire là-bas, je reviendrai te voir. Oh, mon chéri. Je suis pas conne, hein. On se connaît à peine et tu me mens comme si on était mariés depuis 10 ans. Oh là là, c'est trop coquin ça. J'adore. Tu sais où se trouve le passe-passe ou pas ? Bon, d'accord. Vous n'êtes pas vraiment marrant, vous. Le passe-passe, il est de l'autre côté de la rue. Vous voyez ? Là où est parquée la grosse Merco-Noire, c'est la voiture d'Omar. Faut pas la rayer, hein. On est bien d'accord. Le patron, il aime pas ça. Je sais très bien que vous cherchez à la rencontrer. Je l'ai tout de suite vu. Merci. Et maintenant, je vais vous lire un texte d'Édouard Glissant, qui a été une grande influence pour Patrick Chamoiseau. Le traité du tout-monde. La pensée archipélique convient à l'allure de nos mondes. Elle en emprunte l'ambigu, le fragile, le dérivé. Elle consent à la pratique du détour, qui n'est pas fuite ni renoncement. Elle reconnaît la portée des imaginaires de la trace, qu'elle ratifie. Est-ce là renoncer à se gouverner ? Non, c'est s'accorder à ce qui, du monde, s'est diffusé en archipel, précisément. Ces sortes de diversité dans l'étendue, qui pourtant rallient des rives et marient des horizons. Nous nous apercevons de ce qu'il y avait de continental, d'épais, et qui pesait sur nous, dans les somptueuses pensées de systèmes qui jusqu'à ce jour ont régi l'histoire des humanités, et qui ne sont plus adéquates à nos éclatements, à nos histoires, ni à nos non moins somptueuses errances. La pensée de l'archipel, des archipels, nous ouvre ses mers. Merci beaucoup. On vous retrouvera tout au long de ces voies d'Orléans. À chaque fois qu'il y a une conférence, une table ronde, vous interviendrez de cette façon. Merci beaucoup. Allez vous changer. Mettez-vous en blanc désormais. L'année dernière, vous étiez en blanc ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, bonjour Patrick Chamoiseau.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le grand écrivain martiniquais que l'on connaît partout dans le monde francophone, auteur d'une œuvre importante, prix Goncourt en 92 pour Texaco. Vous êtes auteur de romans, de contes, d'essais. Vous avez aussi écrit pour le cinéma, pour le théâtre. Vous avez exploré les traditions martiniquaises et, d'une façon plus générale, l'histoire moderne des Antilles. C'est par votre langue, votre écriture, influencée en partie par Édouard Glissant, on l'a entendu tout à l'heure, que vous avez fait découvrir une réalité caribéenne et aussi une nouvelle expression créole. Bonjour Max Lobé. Bonjour. On disait Max Lob avant. On va pas rentrer dans la discussion, mais c'est Max Lobé. Max Lobé. Vous êtes un jeune écrivain camerounais, vous vivez en Suisse et vous avez publié 4 romans déjà. Vous avez fait vos études à Lugano, en Suisse, dans le Tessin, et vous vivez à Genève. On retrouve d'ailleurs dans vos romans la Suisse, le Cameroun. Vous abordez beaucoup de thèmes, l'intégration, l'exil, l'homosexualité aussi. Vous utilisez cette langue française pour créer des histoires, mais aussi pour défendre des idées. Tout à fait. Merci d'être là par ce beau temps. Il faut dire que la langue française, pour moi, je l'utilise parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a une histoire qui m'a amené à utiliser cette langue-là. Et puis, au-delà de la langue, il y a l'utilité. C'est-à-dire, si je devais parler ici dans ma langue africaine, qui est le Bassa, personne ne me comprendrait. Pense pas. Hein. Et du coup, la langue française, je l'utilise justement pour véhiculer des idées, mais avec des couleurs ou une coloration africaine. On l'a tropicalisé un peu pour pouvoir véhiculer exactement un certain type d'idées. Quel genre d'idées, d'ailleurs, peut-on défendre avec la littérature, Patrick Chamoiseau? Toutes? Moi, je pense qu'on peut tout défendre avec la littérature, sauf que la littérature ne peut pas se mettre au service d'une cause quelconque. Hein. Dès qu'on est dans le domaine artistique, on est dans le domaine de la liberté créatrice. Et cette liberté est fondamentale. Ce qui fait que les notions d'engagement ou l'idée même de mettre l'art littéraire au service d'une cause, même si cette cause est noble et juste et urgente, ce serait une erreur. Là où la littérature rend service d'une certaine manière à l'humanité ou à l'idée que nous nous faisons de l'humain, c'est que la littérature nous permet de mobiliser à la fois dans la perception que nous avons du monde et de la perception que nous avons de nous, de mobiliser des horizons qui sont inouïs et qui relèvent de ce que l'humain a de plus noble, de plus exigeant, de plus, je dirais, de plus éclatant. C'est en cela que l'art est toujours, d'une certaine manière, révolutionnaire, mais sans être engagé. Et ne se met pas au service d'une cause, jamais. Pourtant, vous, oui, au sujet des migrants, vous avez quand même utilisé votre art au service de la cause, avec Frères Migrants, votre essai. Je ne suis pas un spécialiste des migrations. Oui. On m'invite dans beaucoup de colloques où on parce que vous avez écrit dessus. En revanche, ce que j'ai essayé de faire, et ça c'est le rôle de l'artiste en littérature, c'est simplement de sortir de cette indistinction dans laquelle on laissait les migrants. Il y a 100 morts, il y a 1000 morts, il y en a 2000, ils sont des milliers, etc. Il y a ce qui disparaît fondamentalement dans le rapport que nous avons au phénomène, c'est l'humain. C'est-à-dire on oublie que ce sont des êtres humains, on oublie la souffrance, on oublie les histoires de vie. Et la littérature a cette force, et tous les arts en général, qui est de pouvoir briser, je dirais, l'indifférenciation pour tout de suite faire sortir les êtres humains. Ce qui fait que Frères Migrants dit simplement, mais là, il y a un phénomène humain qui est en train de se produire et il y a de la mort qui se produit parmi des êtres humains. Et c'est tout ce que ça dit. Oui, ça suffit à invalider toutes les politiques sécuritaires qui sont en œuvre aujourd'hui. Je veux rebondir par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire de faire réémerger l'humain. La question qu'on pourrait se poser est justement celle de savoir pourquoi par moment ou très souvent, l'humain est oublié. Je pense on parlait tout à l'heure de progrès, on a eu des très belles présentations, mais ce progrès que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés occidentales ne donne plus la place à la réflexion par rapport à l'humain. On est davantage dans la consommation, dans la croissance, dans le progrès économique, et cela éclipse complètement l'être humain. Je vais ajouter quelque chose peut-être polémique, mais
Moi, je ne suis pas nostalgique de ce que les gens ne vont plus à l'église. En revanche, ça m'interroge. Le dimanche, par exemple, je regarde dans des villes où je vais souvent, ou même en Suisse, il n'y a plus le culte du dimanche où c'est vide. Les gens sont dans des centres commerciaux à consommer. Comment voulez-vous que ces personnes-là pensent un seul instant à la douleur de la Méditerranée? Quand on leur dit, vous allez travailler, vous allez gagner de l'argent, et il faudra consommer parce que c'est bon pour la croissance et pour notre économie. Il n'y a plus le temps à la rêverie, il n'y a plus le temps à la contemplation. Et je trouve que c'est là où l'écrivain devrait intervenir et nous dire, faisons une petite pause. Alors justement, ça c'est la mondialisation dont vous parlez, avec effectivement la consommation. Avec Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, vous avez lancé le concept de mondialité, fondée sur l'ouverture des cultures au sein même de la mondialisation. Quelle forme pourrait-elle prendre, cette mondialité, aujourd'hui? Oui, c'est une question très difficile. Ce qu'on sait, c'est que on pourrait dire que lorsque Christophe Colomb découvre les Amériques, donc c'est l'ultime mondialisation. C'est-à-dire le monde, les cultures, les civilisations, les îles, les continents, les archipels, tout cela rentre dans un processus que Glissant va appeler la relation, c'est-à-dire un processus interrétroactif, c'est-à-dire toutes les cultures, toutes les civilisations vont s'influencer. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que généralement une culture humaine, c'est comme un prêt-à-porter existentiel, c'est-à-dire qu'on vit dans des absolus. Ma langue, mon Dieu, mon territoire, mes ancêtres, ma tradition, ma cuisine, etc. Et chaque communauté humaine avait tendance à s'ériger au centre du monde. Nous sommes les êtres humains et puis le reste, on ne sait pas ce que c'est. Ce qui va se produire avec le phénomène de mondialisation, c'est que tout cela sera mis en contact. Donc on a un phénomène de relativisation des absolus. Les absolus commencent à... Ma langue, est-ce qu'elle est la plus belle? Il y a d'autres langues qui surgissent. Mon Dieu rencontre d'autres dieux. Ma cuisine est envahie par des épices bizarres. Enfin bon, on entre dans des processus relationnels qui sont extrêmement incroyables. Et ce qui se produit fondamentalement dans la mondialisation, c'est que l'individu qui, dans les communautés archaïques, était véritablement à basse intensité, c'est-à-dire lorsqu'on est dans une ethnie quelconque ou dans une culture bien affirmée, c'est potentialité individuelle, parce que tout être humain est potentiellement multiple. On a de vastes désirs en nous, on a de vastes potentialités. Mais la culture ou l'espace civilisationnel donnait un prêt-à-porter existentiel, vous fabriquait d'une certaine manière ce qu'on a appelé une identité. Avec la mondialisation, l'individu est éjecté du corset symbolique communautaire et il doit se construire tout seul une éthique, une architecture de principes et de valeurs, mais à une échelle qui n'est plus l'échelle de mon Dieu, ma langue, mon pays, mon territoire, mon histoire, mon être, ma race, etc., mais à une échelle qui est la totalité monde. Alors ça, c'est la réalité contemporaine. Alors la difficulté de la mondialisation, c'est que le moteur de cette mondialisation, indépendamment des accélérations technoscientifiques, le moteur, c'est cette idéologie néolibérale qui est absolument épouvantable et qui va s'emparer du processus d'individuation pour transformer l'individu qui désormais peut se réaliser à une échelle beaucoup plus ouverte, va le transformer en consommateur. Le sens de notre vie, c'est d'une certaine manière pouvoir consommer. Le pouvoir d'achat devient le signe de notre réalisation et de notre désir le plus extraordinaire. Et l'autre élément de la mondialisation, c'est que ce système néolibéral qui va servir de moteur à la mondialisation, ce système néolibéral est très largement porté par l'Occident. Ce qui fait que dans cette mondialisation, on a une sorte de domination des valeurs et principes occidentaux, une domination occidentale sur le monde. Alors qu'est-ce qui se passe? Les peuples sentent bien que cette prétendue mondialisation ne servait qu'aux plus puissants, qu'à fabriquer d'une certaine manière une mécanique d'occidentalisation du monde et surtout une mécanique néolibérale. Donc les gens ont commencé à lutter contre la mondialisation. Et pour lutter contre la mondialisation, ils disaient, nous allons fermer les portes et les fenêtres, nous allons revenir à notre tradition, notre langue, nos ancêtres, notre territoire. Et ils voulaient jeter le monde, ils refusaient la mondialisation. Donc, ce qui se passe d'ailleurs dans certaines régions. On a eu beaucoup de mouvements contre la mondialisation, anti-mondialiste. Et Glissant, il disait, mais on ne peut pas aller contre cette réalité qui est une réalité relationnelle. Nous vivons désormais dans des processus d'individuation qui se produisent à l'échelle de la totalité monde.
Mais cette échelle de la totalité monde, elle appartient à chaque individu. Et chaque individu peut se réaliser. Donc pour lutter contre le système néolibéral, contre l'occidentalisation du monde, contre toutes les pauvretés qui sont liées au fait que l'économie devient le centre de la conception, de la perception de la réalité, pour lutter contre ça, il ne faut absolument pas refuser le monde. Il faut se battre à la même échelle que la mondialisation. Et c'est là qu'il... sur le plan culturel, alors. Sur le métissage, le mélange des cultures. C'est-à-dire qu'un individu aujourd'hui, qui veut s'opposer au système néolibéral et qui conteste l'occidentalisation du monde et qui conteste plein de choses qui vont avec la mondialisation, s'il se ferme au monde, il est sûr d'être laminé, asphyxié, il disparaît. Donc il dit il faut se battre avec le monde. Donc l'idée de mondialité, c'est de nous dire que s'il fallait utiliser le terme de progrès, j'aime pas ce terme, mais s'il fallait utiliser ce terme de progrès, on ne peut pas envisager un progrès humain, c'est-à-dire une restauration d'une qualité humaine, d'une vision humaine, de préoccupation humaine, si on ne se situe pas immédiatement à la même échelle que les néolibéraux, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Donc la mondialité, c'est ne pas leur laisser le monde et se battre et se réaliser à l'échelle du monde. Max Lobé, justement, vous vous inscrivez, vous, dans cette mondialité, parce que quand on lit vos romans qui croisent les cultures suisses et camerounaises à chaque fois, on est dans un métissage très large qui encourage la tolérance, même s'il est plus difficile de vivre son homosexualité à Douala qu'à Genève. Il y a à chaque fois un parallèle que vous faites. La question de l'homosexualité, par rapport à ce débat que nous sommes en train d'avoir, je pense que c'est un détail. Un détail. C'est un détail par rapport à ce dont nous sommes en train de parler là, de la mondialité et de la mondialisation. Ce sera une conséquence de cette réflexion-là. C'est-à-dire parce qu'on va penser la mondialité, parce qu'on va penser à mon Dieu, ma cuisine et tout ça, que finalement on va se poser la question au bout. Est-ce que l'homosexualité, on peut l'intégrer ou pas dans ma culture? Mais moi, je suis évidemment, je pense, dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux et l'entre-deux des marges. On reviendra peut-être pour parler de la francophonie. Je viens du Cameroun, je suis genevois. C'est toujours la marge francophone. Et puis, pour moi, ce qui est important, et d'ailleurs c'est peut-être une des raisons qui m'amène à la littérature, c'est de se dire comment est-ce qu'on va créer des ponts pour permettre aux gens de communiquer. Parce que, évidemment, nous avons des différences. Dire qu'Emmanuel et moi, on est tout à fait pareils d'un point de vue culturel ou identitaire, c'est complètement faux. Alors, une fois que je suis conscient de ces différences, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je capitalise sur ces différences ou alors je capitalise sur les similitudes que nous avons? Eh bien, moi, le choix que j'ai fait en littérature, c'est de montrer les similitudes que nous avons. Parce que je pense qu'en tant qu'humain, on doit avoir des similitudes. Il y en a toujours. Et il faut aller les chercher pour dire finalement, peu importe que cette personne mette un voile ou qu'elle ait un nez un peu plus et large ou une peau plus foncée, on a peut-être des choses qui nous réunissent. Des choses qui relèvent de l'universel. Je vais prendre un exemple, c'est l'amour. Tout à l'heure, je pense que c'est M. Kahn qui en parlait, ou le monsieur juste après, qui disait au lieu de parler de biotechnologie et tout ça, on peut rentrer sur des choses basiques. L'amour, c'est différent, on le vit différemment en fonction des cultures, mais tout le monde sait ce que veut dire aimer, tout le monde sait ce que veut dire la rupture, tout le monde sait toutes ces choses-là. Et c'est ce que moi j'essaye de partager en disant notamment à mes amis suisses et occidentaux, écoutez, je viens d'ailleurs, mais je fais désormais partir de votre famille, et je vais vous dire comment ça se passait dans cet ailleurs et qu'est-ce qu'il ressemble, en quoi est-ce que cet ailleurs ressemble à ce que nous sommes en train de vivre ensemble aujourd'hui. C'est pas toujours facile, mais j'espère, jusqu'à ce niveau, à 4 romans, j'espère que j'ai mon petit plan comme ça de parcours. J'espère que j'y parviendrai. Vous parlez de similitudes, mais dans votre roman 39 rue de Berne, il y avait en filigrane 2 sociétés que vous opposiez. Un pays corrompu, le Cameroun, avec parfois de l'intolérance, souvent même, et un pays de droit qui permet d'exister, quelle que soit sa condition. Là, on revient à l'homosexualité ou à la couleur de peau, etc., à savoir là, la Suisse. Mais vous disiez, il y a un prix à payer pour vivre en Suisse, en étant camerounais. Donc tout s'oppose là. Oui, il y a un prix à payer.
Pas seulement lorsqu'on est migrant, parce qu'évidemment, moi, je sais ce que c'est. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu mon visa très facilement pour entrer en Suisse. J'avais déjà de la famille. Et puis aujourd'hui, je suis bien installé, je suis genevois. Mais le prix à payer, j'aime bien le terme, le prix à payer, puisqu'on parle de progrès. Mais nous tous, nous devons payer un prix. Regardez où nous nous trouvons. Ces lumières, cette technologie qui vous permet d'entendre ce que je dis sans que je ne doive crier. Tous ces progrès-là, je marchais hier dans la rue et puis je me suis dit, mais toute cette lumière, alors qu'il n'y a pas un seul chat dans la rue, mais c'est pourquoi? Et je pensais aux voitures électriques, au développement, tout ça qui nous demandera encore davantage d'énergie. Et je me dis, eh bien, pour que nous ayons ce progrès, ce confort économique, il faut bien que quelqu'un paye le prix. On peut tous imaginer qui paye ce prix. Qui paye le prix? Quand on nous parle de voitures électriques et de toutes ces avancées qui vont certainement faciliter notre vie, l'énergie renouvelable ne va pas couvrir les besoins énergétiques dont on aura besoin. Et donc, il faudra aller quelque part chercher de l'uranium. Ça, personne ne veut le voir, alors que nous prenons les trams tous les jours, nous prenons les métros tous les jours, nous prenons les trolleybus. On ne se pose pas la question de savoir d'où vient cette énergie-là. Eh bien, il y a des gens dans des villages au Niger, au Congo, qui meurent. Et il faut payer ce prix. Tant qu'on n'intègre pas cela, on ne va pas changer nos habitudes de consommation. Patrick Chamoiseau, quel est le prix à payer pour le progrès, justement? Alors, on va venir à la créolité, à la créolisation du monde dont parlait Édouard Glissant et dont vous êtes très proche aussi, mais oui, avant d'arriver sur ce sujet-là. C'est-à-dire que la notion de prix à payer, elle est très très difficile à manier. C'est vrai que tout le développement auquel nous sommes parvenus à l'échelle mondiale aujourd'hui, avec une domination occidentale, repose sur l'exploitation de pays, de minerais, de milliers de personnes, etc. etc. Ça, c'est la difficulté qui est inhérente au vivant. C'est-à-dire que, et c'est pourquoi l'idée de progrès n'est pas tellement recevable, il n'y a pas de progrès. Il y a toujours, à chaque avancée, il y a toujours un éventail de possibles. Ce qui fait que chaque fois que la lumière augmente, l'ombre aussi s'épaissit. Et on ne peut pas dire que l'humanité va suivre un chemin bien défini, où ça sera mieux l'année prochaine, et puis mieux, etc., etc. Par contre, il y a des possibles qui vont se faire. Pour rester sur l'idée de mondialisation. La mondialisation économique, libérale, va briser les corsets des communautés, des cultures, et va précipiter les individus dans une relative autonomie. Donc, ils vont gagner en liberté. Ils vont gagner en capacité de réaliser leurs désirs. Aujourd'hui, dans les phénomènes relationnels du monde, on choisit sa langue, on choisit d'une certaine manière sa structure familiale, on peut exprimer sa sexualité particulière. Est-ce qu'on choisit vraiment sa langue ? Oui, c'est-à-dire que quand tu regardes bien les écrivains, enfin pour ceux que je connais Milan Kundera, il écrivait en tchèque, maintenant il écrit en français. Je ne sais plus, il y a Makin qui n'arrête pas de célébrer la langue française, qui écrivait en Suisse. La langue est devenue... Bionciotti, il écrivait en espagnol après. Donc on s'aperçoit, comment il s'appelle, l'écrivaine haïtienne, j'oublie son nom. Kathleen Mars ? Non, qui écrivait en français, maintenant il écrit en anglais. Donc on s'aperçoit que la langue, c'est la langue. Comme je dis, on peut choisir sa terre natale, et comme on choisit sa langue. C'est la langue dans laquelle, pour X raisons, au gré d'une expérience individuelle qui vous fait rencontrer des langues, des pays, des situations, on s'installe, on choisit sa terre natale. La terre natale, c'est pas seulement le pays où on est né, c'est le lieu où on s'est réalisé. Et la vie fait que, dans l'expérience que chacun mène, puisque les écrivains et les artistes sont seuls au monde, ils ne représentent pas des langues, des communautés, des pays, ils représentent une expérience au monde. Donc dans la trajectoire d'un être humain, il peut rencontrer une langue qui devient sa langue d'expression, sa langue de réalisation, sa langue, alors que la langue natale peut être... Donc cette nouvelle réalité-là, on peut dire que c'est un progrès. C'est-à-dire que l'individu est beaucoup plus libre pour réaliser toutes ses potentialités. La langue natale. Attends, mais le prix à payer, tu parlais du prix à payer. Oui, pardon. Le prix à payer, c'est qu'on perd les solidarités communautaires.
les vieilles solidarités familiales, tout le support. Qu'est-ce qu'on a dans les écosystèmes urbains? On a des solitudes, on a des angoisses, on a une formidable avancée en termes de réalisation individuelle, et on a une perte terrible en termes de solidarité communautaire, entre guillemets. Oui, mais alors la langue, puisqu'on parle de langue justement, quand on voit en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, en Corse aussi, ou en Bretagne, cet apprentissage de la langue, comme vous dites, maternelle, c'est-à-dire la langue sur la langue maternelle, c'est très intéressant pour moi qui arrive du Cameroun. Alors, c'est quoi même la définition de langue maternelle? Alors, on peut avoir une définition très terre à terre. La langue maternelle, c'est la langue de la mère, celle qu'elle a enseignée à l'enfant, en tout cas celle qu'elle utilisait pendant qu'elle l'allaitait. Ou alors, la langue maternelle, c'est celle qu'on a pratiquée dès le début, dès son enfance. Dans mon cas, c'est bizarre, c'est le français. Oui. Mais, c'est le français du Cameroun. Voilà la beauté de la francophonie. Oui. C'est le français du Cameroun. Donc, c'est pas le français de Suisse, c'est pas le français de France, ni de Paris d'ailleurs. Et du coup, on se dit, mais celui-là, mais qu'est-ce qu'il parle comme langue? Ah oui, il parle un français qui vient de la périphérie, qui vient de quelque part. Et c'est pour cela que je disais, ceux que vous avez cités tout à l'heure, qui ont choisi leur langue, ce sont des privilégiés. Ou ce sont des personnes qui ont une histoire d'exil qui les a forcés à apprendre cette nouvelle langue pour oublier le tragique de l'ancienne langue et donc de changer de vie. Mais il y a des millions de personnes, de locuteurs francophones, qui font d'ailleurs la force de la francophonie, qui ont eu cette langue en héritage, voulu ou pas, forcé. Vous allez l'utiliser. Et c'est comme ça. Et quand on lit Max Lobé, on se dit, mais quelle langue il utilise? Notamment avec Confidence, j'ai plein de lecteurs qui m'ont dit, mais c'est quand même bizarre cette langue. Alors moi, je vais leur dire, quand on a quelque chose en héritage, on le conserve, oui, mais on fait un peu ce qu'on en veut. J'ai tropicalisé le français. Oui, mais ça reste du français. Bah oui. Ouais, d'accord. Moi, je parlais des langues régionales tout à l'heure. Ah, Patrick par rapport Chamoiseau, à la parlons du créole. créole 2 minutes, parce que ça, c'est important. Il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui décident d'écrire en créole au lieu d'écrire en français. Ce qui, d'une certaine façon, les écarte un petit peu des pays francophones, puisque pour pouvoir lire le créole, évidemment, il faut le comprendre, et que peu de locuteurs créoles sont dans le monde francophone. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, Patrick? Parce qu'effectivement, il faut défendre son identité, ses racines, et vous parliez de ça à l'instant. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait de la langue régionale? Alors, je parle du créole, mais c'est valable pour le corse ou pour le breton. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut aujourd'hui vraiment éduquer nos enfants à apprendre ces langues régionales, ou est-ce qu'il faut d'abord privilégier la langue française? Moi, je ne poserai pas la question. Je ne crois pas à la langue régionale. Mais je vous la pose, la question. Je ne crois pas à cette histoire de langue régionale. Il y a des langues. Oui. Comment ça, vous ne croyez pas à cette langue régionale? Je ne crois pas. C'est-à-dire que lorsqu'on met des hiérarchies, à moi, ça, c'est une langue régionale. Non, ce n'est pas une hiérarchie, c'est un fait. Il y a la langue régionale et le français. Non, ce sont des langues. C'est-à-dire que ce que nous devons faire aujourd'hui, et c'est justement parce que nous introduisions ces idées de langue régionale, de langue véhiculaire, de langue de prestige, etc. Ça n'a pas de sens. Ce sont des langues. Et toutes les langues véhiculent une part de la beauté du monde et de la perception du monde. Et chaque fois qu'on perd une langue, même la plus petite des langues, on perd une identité de la vision humaine. Donc c'est ça la difficulté. Si on reste dans ce qu'ont imposé les colonialistes, ce sont les colonialistes qui ont affirmé cette histoire d'identité qui nous a bien embarrassés pendant des années. Ils viennent, ma langue, mon Dieu, ma peau, ma civilisation, ma culture, voilà, c'est ça le truc. Et comme on n'est pas dans ce cadre-là, vous êtes génocidés, vous êtes intégrés, comme on dit, pour les immigrés, on va les intégrer. Mais pour intégrer quelqu'un, il faut déjà le désintégrer et puis l'aspirer. Donc on est véritablement dans une position où on reste dans une sorte d'absolu vertical, et puis tout ce qui est différent doit se ranger à ça. Et dans cette perception colonialiste, effectivement, les colonialistes ont toujours érigé leur langue
en une sorte de modèle. Les Français ont toujours pensé que la langue française avait une vocation à l'universel. Aucune langue n'a de vocation à l'universel. En revanche, les langues ont une vocation à la relation, c'est-à-dire à entrer en contact avec d'autres réalités, d'autres perceptions, d'autres imaginaires. Alors, ce qui s'est passé... Mais il faut trouver les locuteurs pour ça, on est d'accord. C'est le moteur colonial qui, effectivement, a précipité dans des imaginaires différents de grandes langues colonialistes, d'une certaine manière. Et ce qui s'est produit de manière totalement inattendue, ces langues coloniales, qui étaient des objets de domination d'êtres humains, de pays et même d'imaginaires, ont été, d'une certaine manière, capturés. L'exemple qu'on connaît, Césaire et compagnie, ils prennent la langue française, qui au départ est une langue qui leur tombe dessus et qu'on leur impose, et qui prétend écarter toutes les autres langues. Ils prennent la langue et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quelque chose qui est important et qui nous permet de sortir de cette distinction entre les langues. Ils vont, dans la langue qui leur sera donnée ou qui leur sera imposée, ils vont construire leur langage. Et ça, c'est important. Ils vont la créoliser, c'est ça? Moi, j'ai vécu ce drame, d'une certaine manière, le drame linguistique. Ma langue maternelle, c'était la langue créole. Donc, quand j'arrive à l'école, je pense en créole. Et le créole est interdit à l'école. Donc, c'est toute une catastrophe. Du coup, je deviens muet pour parler français. Il faut que je traduise ce que j'ai en créole dans la tête. Et si on ne traduisait pas correctement, on faisait ce qu'on appelle des créolismes. C'était la catastrophe. Et Guy Tyrolien a fait un poème là-dessus très célèbre en Guadeloupe où il dénonçait ça, justement. La langue du colonisateur qui l'oblige à aller à l'école dans une langue qui n'est pas la sienne. Comment on hiérarchise les langues? Donc, les maîtres interdisent la langue régionale ou la langue de la canne à sucre, la langue des nègres, et puis on prend la grande langue nationale, la langue de la civilisation, la langue, etc., et on l'impose. Donc on peut se débarrasser de ça, c'était une connerie. Mais pour moi, il y avait véritablement une sorte de paralysie de l'esprit. J'ai ce qu'on peut appeler une langue maternelle, mais plus fondamentalement une langue matricielle, à partir de laquelle j'ai vu le monde, j'ai perçu les réalités, j'ai vécu des amitiés, j'ai connu la tendresse, l'amour, la peur, la haine, etc. Donc ça structure un imaginaire. Et brusquement, cette langue-là est interdite et on m'impose une autre langue. Alors ce qui va se produire, c'est que la langue française devient ma deuxième langue. Et lorsqu'il a fallu écrire, je me suis trouvé écartelé entre langue créole et langue française. Voilà. Quelle est Alors, la bonne? là, vous allez répondre à ma question. Où est mon authenticité? Mais il faut que tu comprennes. Mais je comprends. Ne t'inquiète pas, je connais. J'ai été en Guadeloupe, en Martinique, discuter sur ce sujet. Non, mais il faut bien comprendre. Quand on est dans les absolus, on va se dire, bon, on a deux langues qui nous sont désormais dans la tête. Une qui est venue avec la mer et puis l'autre qui a été imposée. On en a deux, mais où est l'authenticité? On va dire, ah bon, c'est la langue créole. Et comme c'est la langue créole qui est la langue de l'authenticité, on va rejeter la langue française et puis on va essayer d'écrire en créole, on va tout faire en créole, on va l'imposer à la radio, on rentrait dans des conflits de langues, on assumait la hiérarchisation des langues opérées par les colonialistes. Ce que Glissant va expliquer, il dit que du fait des phénomènes relationnels, les langues se sont rencontrées et les imaginaires aujourd'hui se retrouvent en train d'émerger entre plusieurs langues, avec un accès à plusieurs langues. Et il dit le problème n'est pas de hiérarchiser ou de choisir entre les langues, c'est quelle que soit la langue qui t'est donnée ou quelle que soit la situation ou l'écosystème linguistique qui t'est donné, tu dois construire ton langage. Il n'y a pas de littérature sans problématisation de la langue. Une problématisation esthétique de la langue, ça produit un langage qui fait la littérature. Ce qui fait que chaque fois qu'on voit un écrivain, on ne voit pas un représentant d'une langue. On voit une expérience singulière, un imaginaire singulier qui s'exprime dans une langue particulière avec en arrière-plan son rapport à un écosystème linguistique qui est devenu beaucoup plus complexe. Mais on écrit en français pour être lu le plus possible, on est d'accord. Oui. Non, c'est pas ça. C'est de la connerie, Patrick. Mais c'est pas de la connerie, Patrick. Non. Vous avez écrit en français. Vous avez eu le prix Goncourt avec un livre écrit en français. Alors, je vous donne un exemple. J'étais avec Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature à Séoul, il y a quelques jours, et il me disait, je comprenais rien moi à ce que disaient les Coréens, évidemment. Il me dit, mais moi j'aime entendre cette langue-là, j'aime entendre les sons du monde. Et alors je lui dis, mais qu'est-ce que ça vous apporte entendre ça? Il dit des choses très belles, Jean-Marie, évidemment, mais il me dit, moi, c'est ça le son du monde, c'est d'avoir la confrontation des sonorités du monde. Sauf que ce qui est compliqué, c'est que je ne les comprends pas. Mais j'arrive quand même à interpréter avec leur attitude, avec leur façon d'appuyer sur les mots, sur les syllabes, sur les sonorités. J'arrive à interpréter certaines choses. Ça, on est d'accord. Sauf que pour pouvoir être lu, il faut être effectivement un écrivain qui écrit dans une langue qui est lue.
l'anglais, le français ou autre. Non? Non. Non? J'ai écrit, je construis mon langage dans la langue française. Oui. Donc, construire mon langage dans la langue française, ce n'est pas simplement créoliser la langue française. On avait l'impression, des gens disaient, pour lire Chamoiseau, il faut connaître le créole. Ouais. Mais les gens en Martinique qui connaissent le créole, ils sont aussi perdus dans le type de phrase. Pourquoi? Parce que c'est mon langage. Oui, c'est ça. Ouais. Mon langage dans une langue où On a dit ça à Michel Tremblay au Canada aussi, avec le joual qu'il utilisait. De la langue française, mais la chose la plus importante, c'est que tous les écrivains contemporains sont en présence de toutes les langues du monde. Et Glissant expliquait bien, j'écris en présence de toutes les langues du monde. C'est-à-dire que j'écris sans absolu dans une langue. J'ai une liberté totale dans ma langue d'écriture, parce que je sais que la réalité du monde, ou le chaos monde, ou l'infinie diversité du monde se trouve disséminée dans tous ces sons de langues qui existent. Donc, l'écrivain, dans sa sensibilité, doit avoir ce désir imaginant de toutes les langues du monde. Alors, là où ça devient intéressant, et c'est là où il faut poser la question autrement, la question n'est pas de se dire j'écris dans telle langue pour être lu. Ce qui nous amène, c'est la question de la traduction. C'est-à-dire, j'ai été traduit dans 32 langues. Bon, c'est des traductions, etc., très souvent mauvaises ou qui ne transportent pas, etc. Et voilà. Pourquoi? C'est le problème des traductions. Non, oui, en plus, c'est très difficile de traduire. Oui. Bon. Mais même de l'anglais au français. Hein. C'est très, très difficile de traduire. C'est pour ça qu'il faut lire des livres francophones plutôt que des livres anglais. Quand l'imaginaire est dans la hiérarchisation des langues, et quand l'imaginaire est porté par la transparence, et qu'on se dit, voilà, on va rendre un auteur transparent, c'est-à-dire accessible dans une autre langue, donc on va éliminer toutes les opacités, ce qu'on ne comprend pas, et puis on va faire en sorte que le lecteur qui reçoit la traduction puisse tout comprendre. Ça, c'est une bêtise, parce que le traducteur ancien était dans la logique de la transparence, dans la mise en transparence de ce que dit l'auteur, alors que le traducteur de la relation, c'est-à-dire celui qui sait que toute cette diversité qui est désormais en interrétroaction doit demeurer vivante, celui qui devient traducteur de la relation sera un berger des opacités. Donc lorsqu'on traduit, on traduit tout un imaginaire, toute une réalité, avec cette idée qui est importante, c'est que tout n'est pas accessible, c'est-à-dire il y a de l'impartageable dans une réalité humaine, dans une réalité culturelle, dans une réalité civilisationnelle. Bon. Donc aujourd'hui, si il nous faut comprendre que dans la relation, on est très long. La question de la traduction est absolument fondamentale. Et plutôt que de choisir pour des raisons de diffusion, il nous faut véritablement penser la question de la traduction. Max Taube, il y a une petite intervention d'un quart d'heure, comme ça on a fini, parce qu'il y a plein de sujets à aborder. Vous préparez vos questions, parce qu'il y a les questions du public juste après. Essayez d'être un tout petit peu plus concis. C'était simplement pour essayer de vous mettre d'accord et puis de trouver un juste milieu. Moi je pense, évidemment, comme Emmanuel disait, oui, on va écrire en français pour avoir un plus grand lectorat. Mais cela ne doit pas effacer la possibilité d'écrire en créole, en bassa, en wolof. D'ailleurs, aujourd'hui, on a au Sénégal Boubacar Boris Diop qui nous propose des textes en wolof, qui a traduit des textes français vers le wolof. Pourquoi pas? Mais quand j'entends des gens dire mais on ne peut pas, par exemple enseigner dans des langues africaines parce qu'elles ne sont pas assez riches, c'est pas vrai. Si on a réussi à traduire la Bible dans toutes ces langues, la Bible qui a quand même tout à l'intérieur, ça veut dire qu'on peut traduire les livres de Max Lobé ou de Patrick en wolof, en douala, en bassa, en bamileke. Donc qu'on ne nous dise pas que le fait de ne pas avoir assez de lecteurs doit forcément signifier la mort d'une littérature dans cette langue-là. Il faut pouvoir récupérer le peu qui reste et faire vivre la langue. Parce que s'il n'y a pas d'écrit dans cette langue, eh bien, la langue est appelée à disparaître petit à petit. Oui, Patrick. Donc, ça nous montre un des grands enjeux du monde contemporain, qui est l'imaginaire multilingue. Nous avons généralement un imaginaire monolingue, c'est-à-dire que nous posons des absolus linguistiques. J'ai cette langue, c'est ma colonne vertébrale, si je ne l'ai pas, je meurs, etc. Alors que c'est fini. Les langues n'ont plus la même importance. Là, j'écris en français, mais je suis plus proche de n'importe quel écrivain hispanophone, anglophone, etc., que de Modiano, je ne sais pas qui. C'est pas, la langue ne crée pas les fraternités. La langue crée des solidarités, mais elle ne crée pas des fraternités. Ce qui crée les fraternités, ce sont les structures d'imaginaire. Je peux être proche d'un écrivain blanc de la Caraïbe et beaucoup moins proche d'un écrivain à peau noire de l'Afrique.
En revanche, la perception du monde, le rapport à la diversité des langues, le rapport à la construction du langage peut créer des fraternités. Et ça, c'est pas lié à des langues. Ce qu'il nous faut, c'est construire l'imaginaire multilingue et pas l'imaginaire monolingue qui est le nôtre aujourd'hui. On va revenir au sujet de cette rencontre, à savoir la langue française, véhicule du progrès. On peut citer évidemment Aimé Césaire, dont nous commémorons d'ailleurs en ce mois d'avril le 10e anniversaire de sa mort. Lui a fait avancer les choses avec la langue. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Patrick Chamoiseau. Non, il a fait avancer les choses avec un langage. Oui. C'est pas pareil. Oui. Non, c'est pas Mais avec la langue française aussi, si. Non, c'est-à-dire que c'est un langage. Le langage césarien est un feu poétique extraordinaire. Il disait que bon, il a remis les tam-tams de l'Afrique, etc. Mais ça ne tient pas la route. Ce qui tient la route, c'est qu'on a véritablement une vision, une perception, une sensibilité extraordinaire qui naît dans une petite plantation à sucre, dans les conditions de la colonisation, les exploitations, le racisme, et il va déployer une perception du monde, une perception de l'Afrique, portée par un langage qui est comparable à rien du tout. Tu vois, c'est vraiment un surgissement, je dirais, de vision et d'expression qui est absolument incroyable. C'est pourquoi je dis, et c'est là, il ne faut pas réduire les écrivains à la langue qu'ils utilisent, il faut chercher ce qui sous-tend la construction de leur langue. Ce qui fait que quand on veut chercher les fraternités de Césaire, il y a beaucoup de gens qui écrivent en français qui n'ont rien à voir avec Césaire, parce que la vision du monde très particulière, son rapport à la domination occidentale, son rapport à l'esclavage, son rapport à l'Afrique, etc., ce sont des rapports qui créent des fraternités dans des modalités translinguistiques. Donc ce qui est le plus important pour Césaire, chez Césaire, quand on veut comprendre Césaire, ce n'est pas la langue, c'est le langage, c'est la structure d'imaginaire qui est derrière. Max Lobé, il y a un livre que vous avez publié, La Trinité Bantou, dans lequel vous racontiez, alors que je ne me trompe pas, oui, c'est dans La Trinité Bantou, la trilogie Bantou, la Trinité Bantou, votre personnage tombe à un moment sur ces affiches avec des moutons blancs sur un drapeau suisse qui chassent le mouton noir. Vous vous souvenez de cette affiche? On les a tous vues, puisque ce sont des affiches qui ont fait le tour du monde, imaginées par l'UDC, le parti extrémiste suisse. Ça le fait sourire, votre personnage. Il s'en offusque pas alors qu'il est directement visé par ce parti politique. Et je me souviens que dans une émission de radio, lors d'un reportage dans le quartier des Paquis, votre quartier à Genève, vous vous souvenez, Max, vous laissiez entendre que la protection d'une identité nationale est une chose normale. Oui. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Alors, comment dire, pour revenir déjà à l'UDC et puis l'affiche des moutons noirs. Alors, l'affiche des moutons noirs, pour le narrateur, vous savez, c'est pas la communication, c'est-à-dire la communication n'est pas l'énoncé en soi. C'est peut-être avant tout l'émetteur qui parle. Si je me trouve avec Patrick qui me dit « Alors, mon petit négro », pourquoi pas? Si je me trouve avec Tata Marine qui me dit « Mon petit négro », je conçois les choses différemment. Je me dis, parce que c'est elle qui me l'a dit, alors ça peut être un signifié différent. Si on devait enlever de cette affiche de mouton noir, je ne sais pas si vous voyez cette affiche, si on enlevait le logo de l'UDC, qui est le parti d'extrême droite en Suisse, et on gardait juste les moutons blancs qui chassent de la prairie marquée du drapeau suisse, le mouton noir, franchement, on comprendrait les choses différemment. Ah oui. Oui. Mais on comprendrait la notion de frontière. Et que les blancs ne se mélangent pas avec les noirs. C'est-à-dire que si c'était des amis socialistes qui l'avaient fait, on l'aurait compris différemment. Non. Parce que dans la langue française, un mouton noir, c'est pas un mouton qui a la peau noire. C'est un mouton, c'est le vilain petit canard de la famille. Et le vilain petit canard, il n'est pas forcément noir. C'est l'exclusion quand même. Il peut être jaune, il peut être blanc, il peut être... C'est-à-dire, j'essaie toujours de trouver le juste milieu, de ne pas forcément faire le jeu des extrêmes. Maintenant, sauvegarder la culture nationale, bien sûr, je pense que c'est... Pour moi, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. C'est-à-dire, quand je vois aujourd'hui, je rentre au Cameroun, vous savez, la langue bassa, je l'ai apprise en Suisse. Parce qu'on parlait de créole tout à l'heure.
Quand j'étais petit au Cameroun, on nous disait non, vous ne devez pas parler le bassa parce que c'est la langue des sauvages. Il faut parler français. Comme ça, vous serez civilisé. Et quand j'arrive en Suisse, mes premiers cours de communication et de journalisme, on est 13 nationalités dans la salle. Et on me demande tout le temps, alors comment ça se dit dans ta langue? Et je réponds en français, on me dit, ta langue. Je dis, mais j'ai pas d'autre langue. Et c'est comme ça que je commence à faire des cours de bassa avec ma mère. Et aujourd'hui, le bassa, pour moi, c'est la langue du commérage. C'est pour dire, tu sais qu'Emmanuel, il a fait quelque chose. Ça, c'est la langue le bassa que j'utilise. L'identité, Max. Et bien sûr, mais parce que la langue fait partie de l'identité. Non, la question. Pour revenir à la question. Non, on parlait de vous trouvez ça normal? On va laisser réagir Patrick Chamoiseau. La langue fait partir de l'identité nationale. On ne peut pas, aujourd'hui, je trouve dommage, quand je rentre en Afrique, dans plusieurs pays africains d'ailleurs, les jeunes ne veulent plus parler les langues de chez nous, ils ne veulent plus vraiment écouter la musique de chez nous, ils veulent plus. C'est comme s'il y a le meilleur était occidental. Ouais. Et je trouve ça dommage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préserver justement cette identité nationale. C'est pour cela qu'il y a des ministères de la culture. Il faut ça n'a rien à voir, défendre le patrimoine. En Suisse, on appelle ça la bourgeoisie. Pour défendre le patrimoine national, je pense que c'est très important. Heureusement qu'on n'est pas sur les ondes de la RTS. Patrick Chamoiseau, n'enregistrez pas, hein, coupez-moi ça. Patrick Chamoiseau, je vous sens bouillir à votre façon, hein, bien sûr, mais vous êtes toujours très calme. Mais je sens que vous n'êtes pas d'accord avec Max Lobé. Non. Moi, je pense qu'il y a une pauvreté, effectivement, lorsqu'on pense défendre sa nation, sa culture, sa civilisation, en fermant les portes et les fenêtres et en créant des absolus. Et c'est là qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on crée les absolus? C'est qu'on essaye d'accréditer l'idée que cette nation, cette culture, cette langue est née comme ça, toute seule au monde, dans une sorte de chose isolée, et elle aurait proliféré sur ses propres bases. Mais il suffit de gratter dans n'importe quelle langue, n'importe quelle culture, n'importe quelle civilisation. Ça a toujours été des rencontres, des carrefours, des émulsions. Et une nation aujourd'hui qui essaierait de se constituer sur des absolus intangibles, ça succède immédiatement. Parce que le principe culturel, le principe civilisationnel a toujours été la rencontre de la différence, l'intégration de la différence, l'émulsion, l'hybridation, la synthèse. Et le vivant a besoin de la différence. Alors le plus grave aujourd'hui, c'est que lorsqu'à une échelle collective, on se met à refuser le petit mouton noir, c'est-à-dire on refuse la différence, ça veut dire qu'on est intolérant à la diversité. On cherche le monolithe, le comportement unique. Quand à l'échelle collective, on chasse le petit mouton noir et qu'on les serre, ça veut dire que il y a une sorte de réaction en chaîne, c'est-à-dire que toute la diversité qui constitue la nation en question, celui qui est différent, celui qui a une sexualité différente, celui qui a une couleur de peau différente, celui qui a je ne sais quel comportement particulier, toute la chaîne de la diversité intérieure, elle aussi, est menacée, et on rentre dans des processus qui sont des processus meurtriers qui mènent au camp d'extermination et à toutes les catastrophes. Donc ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens, c'est que la culture, par définition, a toujours été le lieu de convergence d'une infinité de possibles et de différences. Et que dans un écosystème vivant, il n'y a pas de fermeture. Tous les écosystèmes sont... Alors, pour finir, oui. Dans la relation, c'est ça qui est le plus important. Chaque année, il y a un bavard sur ce plateau. C'est vrai? Chaque année. C'est pour que tu comprennes. Dans la relation, effectivement, nous avons des trésors. Et c'est là qu'il a raison. Nous avons des trésors nationaux. Il y a un trésor français. Je regardais ici, Orléans, l'architecture. Il y a une histoire, il y a un terroir. Ce serait dommage de perdre ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est que un Chinois ou un Camerounais, etc., peut arriver à Orléans et devenir le grand défenseur, se reconnaître dans cet espace et adopter et se battre. Moi, aux Antilles, les plus grands défenseurs de la langue créole étaient des Français. Ouais. Et qui étaient plus créolistes que moi. Et la plupart des grands linguistes que je connais en ce qui concerne la langue créole viennent d'ailleurs. Alors que nous, avec nos aliénations et tout ce qu'on nous a mis dans la tête, on avait tendance à laisser. Donc, attends, les trésors nationaux doivent être protégés, mais protégés par l'expérience de chacun, l'appétit de chacun et le fait que tous ces trésors sont à la portée de tous. Et ce qui fait que l'idée pour une nation, c'est d'être attractive. Et dans cette attraction, elle trouvera ses gardiens. Il y aura des enfants
du Cameroun, de la France, qui vont habiter ailleurs, qui vont se reconnaître dans d'autres langues, d'autres espaces, qui vont défendre d'autres traditions. Et il y a des gens qui viendront de partout, qui vont défendre la nation en question, son histoire, ses traditions. Très court, Max Lobé. Il y a et les questions du public, préparez vos questions. Il y a un organe de l'UNESCO, un bureau de l'UNESCO qui s'occupe de la défense du patrimoine. C'est-à-dire, le fait de protéger son patrimoine ne veut pas dire qu'on ne change pas avec l'autre. Si on avait su protéger notre patrimoine, peut-être l'histoire ne se serait pas passée comme ça par rapport à l'esclavage, par rapport à la colonisation. Il y a eu des brassages, pourquoi pas, c'est très bien. Mais il y a un essentiel, il y a une colonne vertébrale, il y a quelque chose qu'il faut pouvoir conserver, qu'il faut pouvoir tenir. Si on avait un Congo où on ne parle plus le lingala, je me demande quel pays ce serait. Eh bien, je pense que ce ne serait plus le Congo, Kinshasa ou Brazzaville. Si on ne parlait plus que Wolof là-bas, alors que le Wolof vient du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ADN comme ça des peuples que les brassages, on ne refuse pas, bien sûr. Bien sûr, on ne refuse pas qu'il y ait des brassages. Moi, je défends beaucoup les cultures suisses dans mon travail. Je ne fais que ça. Dans les représentations que je fais à l'international, je représente beaucoup les cultures suisses, alors même que je suis noir, alors même qu'on a des moutons noirs, des affiches de moutons noirs en Suisse. Mais ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, en dictateur éclairé, je vais dire que la langue nationale suisse est le bassa. Ce ne serait plus la Suisse. C'est tout ce que j'essaye de dire, que oui. L'échange ne doit pas annuler, la racine ne doit pas annuler ce truc qui est là. Imagine la démultiplication de ce que tu es. Tu viens du Cameroun et tu te reconnais dans des réalités suisses. Tu es actif, tu es militant, tu défends une partie une partie du patrimoine. Mais tu peux aussi imaginer qu'il y a des Suisses au Cameroun en train de faire un travail identique, qui adorent le lingala. Il y a des catholiques, des sœurs catholiques. C'est ça qu'il faut. La meilleure manière de défendre une réalité nationale, une tradition, un terroir, ce n'est pas par la fermeture, c'est par la relation. Je suis tout à fait d'accord. Ce que nous avons à défendre doit être défendu par tous. Ce n'est pas une affaire... La langue du Cameroun ou la langue française, etc., ce n'est pas une affaire de Français. Pourquoi moi je me battrais pour la langue française? Parce que je sais que si la langue française défaille, c'est toute une partie de la vision de l'humanité. Mais je me battrais avec autant d'énergie pour la moindre petite langue bâchée qui se produit. Donc tu te reconnais dans la langue française? Et pire, non, je me reconnais dans toutes les langues. Et je ne défends une langue... On est reparti. Je ne défends une langue... Je rentre en moto, moi. Attends, ce que je veux te dire, il va faire nuit. On ne peut défendre une langue, on ne peut défendre une langue qu'au nom de toutes les langues du monde. Et l'épanouissement d'une langue se produit dans la relation aux autres langues. Le code technico-commercial qui domine le monde n'a rien à voir avec la langue de Shakespeare. Les profondeurs, les ombres, les vibrations. Et le fait de dominer comme ça de manière incroyable appauvrit nécessairement une langue. Donc l'avenir d'une langue, la protection d'une langue est dans la relation aux autres langues et dans la protection active des autres langues. Alors en opposition, ou plutôt en complément, je dirais, du progrès, il y a la tradition orale notamment avec les contes. Vous avez publié ce petit livre de contes, on en parle dans un instant très rapidement, avec Max Lobé aussi, son dernier roman Loin de Douala. En quelques mots, je m'étouffe tout seul. Des questions au public, les questions du public d'abord. Est-ce que vous avez des questions? Oui, tout au fond. Non, mais j'arrive, voilà, vous savez. Là, on est là jusqu'à 18h, 19h. Hein, donc. Non, allez-y. Bonjour madame, je tiens le micro. Bonjour. Alors, ma question, c'était juste une question pour Monsieur Chamoiseau particulièrement. À un moment, vous avez parlé effectivement des difficultés à choisir une langue, et puis vous avez insisté, et c'est vrai, que finalement, c'est la langue du colonisateur, le français. Moi, je me suis juste posé la question, un peu comme Kateb Yassine se l'est posée, cette histoire du butin de guerre. Et est-ce qu'il n'était pas possible, justement, de retourner la chose ? En tant que lectrice, en fait, j'ai vraiment appris à connaître des pays grâce à des écrivains francophones qui mettaient intelligemment à l'intérieur des tas de notions, mais ils les mettaient dans la langue de leur pays, parce que des fois, c'est intraduisible. Et je pensais aux soucis de traduction. Voilà. Est-ce que ce serait pour vous possible d'envisager de faire aussi comme ça? Patrick Chamoiseau, en quelques mots, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien compris la question. C'était quoi? Alors,
Reformuler, sinon je le fais. Non. Alors, reformulez, non, vous. Alors, si, j'ai compris. Donc, elle disait qu'il y a des livres dans lesquels elle a appris effectivement certaines cultures francophones, en dehors de Kateb Yassine, avec des extraits ou des expressions, des mots qui sont dans la langue d'origine et qui ne sont pas traduisibles parce que difficilement compréhensibles dans cette langue. Et du coup, je trouvais que ça enrichissait les deux langues, en fait. Et que j'aime pas cette notion d'opposition de langue, voilà, parce que j'aime ma langue, j'aime les langues, je suis comme vous, voilà. C'est ce que j'ai dit. Ne pourrait-on pas mélanger, croiser les langues? C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que Kateb Yassine, plutôt que de choisir entre une langue, etc., a produit un langage en utilisant la langue française, mais en la mettant en relation avec la langue de son pays. Et ça produit un langage particulier qui est intéressant. L'avantage du colonisé par rapport au colonisateur, c'est que le colonisé se retrouve dans une situation où une nouvelle langue s'impose à lui et vient rencontrer la sienne, alors que le colonisateur, il est vertical et immobile, il n'a que sa langue. Et déjà, le colonisé vit la relation entre les langues. Il est dans une situation linguistique qui est beaucoup plus moderne et contemporaine que le colonisateur qui reste dans son absolu linguistique. Donc la chance, d'une certaine manière, que nous avons eue, et c'est d'une certaine manière la modernité de la littérature contemporaine, elle ne représente pas une langue, elle représente des imaginaires, des sensibilités, des expériences singulières précipitées par un langage dans une langue particulière. Ça a répondu à votre question? Moyennement. Bon. Très bien. Avez-vous une autre question? Madame. Bonjour. J'aurais voulu demander à Monsieur Lobé s'il était prêt à adopter l'accent genevois. Ah, mais il l'a déjà. Je peux vous dire qu'il l'a déjà. Vous l'avez pris pour l'intégration? Vous êtes naturel? On parlait tout à l'heure de la verticalité du colonisateur, en tout cas de celui qui apporte sa langue, par rapport à la richesse de l'autre qui reçoit. Évidemment, quand on vit quelque part pendant des années, c'est normal. En revanche, si on me mettait à Douala, à l'heure actuelle, là maintenant, au bout de 2 heures, je reprendrais l'accent de Douala. Et peut-être, si je parle comme ça en Suisse, c'est parce que je sais que c'est comme ça qu'on va me comprendre. Et j'ai des expressions françaises que si je les sors ici, personne ne va comprendre. On va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais en Suisse, à Genève, c'est tout à fait normal. On parlait de traduction et la dame, elle disait les termes qui ont été utilisés dans les langues d'origine et dont on ne peut pas trouver des traductions en français. Je me souviens que récemment, je causais avec ma mère qui m'a dit, est-ce que tu sais, en Bassa, il existe des termes pour dire le petit-fils ou la petite-fille, le petit-fils jusqu'à la 5e génération. Ça n'existe pas en français. Ça n'existe pas. Alors que chez nous, c'est une réalité dont on a besoin parce qu'il y a des femmes qui voient jusqu'à la 5e génération après elles. Elles commencent à faire des enfants très tôt, ce qui fait qu'elles peuvent voir. Et je me disais, si je dois utiliser ça en français, je vais dire quoi? C'est son petit-fils de la 5e génération, alors qu'en Bassa, il y a un terme pour ça. Casse, putain. C'est quand même beau, hein? D'où le contact des langues. Si j'utilise un français très suisse pour dire il est de la volée 2017, et puis à l'époque, on a dû faire une verrée, et que les chiffres du dicaster de l'économie sont au noir, vous ne comprenez rien. Pas grand-chose. Il est de la volée, il est de la promotion en 2017. Ils ont organisé une verrée à cette occasion. Ils ont organisé un cocktail. Les chiffres du dicaster, les chiffres du ministère de l'économie sont au noir, sont bons. Alors, j'ai insisté depuis le départ, je suis dans cette périphérie francophone, le français du Cameroun, le français de Suisse, de Genève, et puis le français de France. Et je pense que c'est une richesse, simplement. Et je pourrais en faire autant avec pratiquement tous les Français d'Afrique. Hein. C'est-à-dire que je peux marcher dans la rue et j'écoute des gens parler et je dis « Ah, ils viennent de Côte d'Ivoire. Ah, ils viennent du Sénégal. Ah, ils viennent du Rwanda. »
J'ai cette capacité-là de saisir les accents et de comprendre en plus ce qu'ils sont en train de dire dans leur français. Vous avez des invités qui répondent à toutes les questions, vous avez remarqué, quelle que soit la question, et de façon très complète. Avez-vous une autre question pour l'un de nos invités? Non? On va pas... Ah, monsieur. Bonjour. Merci, oui, bonjour. C'est une question pour monsieur Lobé. Le Cameroun, votre pays, je croyais savoir que l'anglais était aussi une de vos langues officielles. Et, enfin, officielles. Quelles sont vos langues officielles d'abord? C'est le Cameroun. Ah, enfin. le français et l'anglais. Et l'anglais, ouais. Oui. Et je voulais savoir quelle était la dynamique actuellement dans votre pays de ces deux langues-là. Très bonne question. Je vais vous camerouniser un peu, si vous voulez, à la fin de l'entretien, en fait, de cette rencontre. Je vous donne votre passeport camerounais, il n'y a pas de souci. Ces deux langues ont créé un créole camerounais qui s'appelle le camfranglais. Emmanuel, c'est how, non? Tu ne go pas au school aujourd'hui, on va faire comment? Pardon? On va faire comment? C'est how, on va faire comment? Ça, c'est vraiment la langue la plus parlée au Cameroun. Si vous partez dans la rue, les gens ne parlent pas le français. On parle le camfranglais et le pidgin English. Le pidgin English qui est encore... Alors, si vous avez regardé l'actualité ces derniers jours, on parle de la crise anglophone, des désirs sécessionnistes. C'est toute une histoire, je ne vais pas la refaire ici. Mais je crois qu'avant tout, quand on est camerounais, quand on marche dans les rues, les gens ne sont pas soucieux de savoir s'ils sont francophones ou anglophones. Ils sont soucieux de savoir s'ils sont Bassa, Bamileke, Fulbe. Voilà. Le reste, c'est les histoires des Blancs. Et c'est des histoires de pouvoir. Ça ne les intéresse pas. Après, sur la gouvernance, bien sûr, il y a des problèmes. Avec papa qui est au pouvoir depuis une 50aine d'années, il y a des problèmes qui sont des problèmes ridicules et bêtes même, j'entends. Comment est-ce qu'on peut faire une loi au Parlement en français et ne pas la traduire automatiquement le jour d'après en anglais? Je viens de Suisse. Si le Parlement vote une loi, c'est en allemand. 2 heures après, j'ai cette loi en français, en italien, voire en anglais. C'est tout à fait normal. Et quand les avocats camerounais anglophones, en tout cas d'expression anglaise, demandent à avoir cette traduction, demandent à être respectés dans leur langue de travail, on leur dit calmez-vous, on envoie les militaires pour... Donc, ça, c'est politique, ça ne me regarde pas. Mais dans la vie de tous les jours, ces gens-là, moi... On a trouvé une autre façon de pouvoir s'exprimer finalement dans les deux langues, mais en trouvant la troisième voie. Patrick Chamoiseau, on va parler des contes très rapidement parce que vous parlez de l'oralité qui est très importante évidemment dans les Antilles et puis plus largement à l'outre-mer. L'oralité qui a alimenté et construit la culture créole. C'est une forme de littérature orale, dites-vous, qui croise comme ça les disciplines, qui s'affranchit aussi des traditionnels codes littéraires. On peut aller assez loin dans ce domaine et d'ailleurs dans la préface de ce livre, vous soulignez que les contes ont une fonction ludique et éducative. Comme dans tous les pays, chaque fois qu'on a l'apparition des contes, donc on a une philosophie populaire, entre guillemets, qui est transmise aux enfants et aussi transmise aux adultes et qui est portée par des récits. Homo sapiens, il a besoin qu'on lui raconte des histoires. Donc les contes dans la plantation esclavagiste étaient le véhicule d'une culture de la résistance. Mais l'astuce, c'est que les contes, le maître esclavagiste pouvait assister aux soirées de contes et ne pas se rendre compte que le conte contestait son ordre et contestait sa domination. C'était ça la puissance de la chose. Et c'est l'utilisation de la langue, c'est une autre utilisation, c'est la véritable utilisation de la langue. C'est-à-dire que lorsqu'il a fallu me construire en tant qu'écrivain, j'ai eu la problématique de construire un langage entre langue créole et langue française, mais aussi entre oralité et écriture. L'oralité fait partie des problématiques de l'écrivain contemporain. C'est-à-dire on ne peut plus aujourd'hui donner une domination absolue à l'écriture. On doit essayer, dans le langage que l'on construit, de réinsuffler cette dynamique et toutes ces stratégies narratives qui sont portées par l'oralité. Et ça fait partie de l'esthétique contemporaine qui est d'essayer de saisir la totalité des possibles narratifs. Donc c'est important de revenir au conteur créole, parce que j'ai toujours été frappé de voir une chose, c'est que non seulement il mélangeait les langues, langue française et langue
créole. Pourquoi? Parce que l'oralité antillaise n'est pas une oralité absolue. C'est-à-dire que quand le conteur parle, il y a quand même l'écriture. Il y a l'écriture de la Bible, il y a l'écriture de la plantation. Ce n'est pas comme dans certaines cultures africaines où le griot est dans un absolu d'oralité. L'oralité antillaise est une oralité qui est déjà mise en relation avec l'écriture. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et l'autre élément, toujours été frappé de voir que les conteurs utilisaient le rire. Pas la haine, pas la dénonciation, etc. Le rire. Le rire, c'est ce qui déconstruit les assises du réel. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser par la suite. J'ai commencé à m'intéresser aux conteurs créoles. J'ai retrouvé Rabelais. Rabelais qu'on m'a appris à l'école, etc., qui a un langage extraordinaire. On parlait de langage, mais il y a une modernité langagière dans Rabelais qui est extraordinaire. Et Rabelais utilise le rire exactement comme les conteurs créoles, c'est-à-dire en nous disant que seul le rire peut démonter toute l'architecture d'un ordre installé et d'entrer dans des voies de révolutionnaires ou de bouleversement absolument radical. Et dans les contes, on fait ressentir finalement le monde. On ressent les mouvements du monde dans les contes. Oui. Allez-y, non. Oui, on ressent les mouvements du monde, mais dans une stratégie assez particulière. Par exemple, dans les contes créoles, il n'y a pas de psychologie des personnages. Oui. Dans un conte créole, il n'y a pas de description à la Balzac du paysage, des détails, etc. C'est des dynamiques, ce sont des forces qui sont décrites. Un frémissement. La ruse, l'intelligence, ce sont des stratégies de survie qui sont d'une grande modernité. Alors que dans le livre de Max Lobé, Loin de Douala, c'est un conte aussi, parce qu'il y a le frémissement du monde. Il y a cette frénésie à Douala qu'on ressent avec les rues, les quartiers, la vie comme ça dans cette ville. Et vous racontez aussi beaucoup de choses sur cette ville, sur ce pays. C'est plus facile de l'écrire ou de le formuler à l'oral ? Sinon, je fais le conteur et puis je rentre au village, je rassemble les enfants et je leur raconte cette histoire. Oui, mais c'est la première fois que vous insistez autant, je trouve, dans ce livre-là. Je suis écrivain et d'ailleurs, dans mon écriture, il y a beaucoup d'oralité. Oui. C'est pas évident. Mais avec Loin de Douala, il y avait toute une autre réflexion derrière. C'était de parler du Cameroun, en fait. Oui, c'est ça. De parler du Cameroun actuel, du terrorisme, le terrorisme de Boko Haram. Et pour cela, très belle expression camerounaise, j'ai voulu partir voir de mes pieds. Ça veut dire partir voir de mes pieds. Ah, de vos pieds. Oui. Oui. Ça veut dire que je vais. On a compris. Voilà. On parle largement. Et je suis parti dans l'extrême nord du pays et j'ai fait exactement ce trajet-là. En fait, l'histoire qui est racontée est un alibi, c'est une excuse pour pouvoir raconter ce pays qui est complètement différent du sud au nord et de l'est à l'ouest. Bien, on est très en retard, je sais, je m'excuse par avance vis-à-vis de l'organisation, même si, ça va, à peu près. On va terminer avec L'empreinte à Crusoé. Je me souviens de ce livre, Patrick Chamoiseau, qui est un livre magnifique que je vous conseille. Je ne sais pas s'il est en vente ici à la librairie, mais c'est vous réinterprétez Robinson Crusoé et vous montrez finalement que l'homme tout seul peut se fixer des règles, peut se créer une civilisation et finalement se retrouver dans un échange et dans l'accueil de l'autre. Parce que le problème, tout le temps, c'est l'accueil de l'autre. Comment on accueille l'autre ? Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis des migrants. Et vous écrivez « La vie d'un homme n'a de sens que s'il la vit sous l'exigence la plus élevée possible. N'être ni un animal, ni un de ces sauvages qui infestent le monde, cela, je l'avais réussi. J'étais devenu un fondateur de civilisation. » Ça, c'est le Robinson de Daniel Defoe. C'est pas le même que le mien. Daniel Defoe, il crée un Robinson occidental, colonialiste. Que vous citez dans le livre. Voilà. C'est-à-dire qu'il va arriver sur l'île et avec tous les débris du naufrage, il va essayer de reconstruire la civilisation. Ce qui fait que quand la différence va surgir vendredi, il va le soumettre. Le Robinson de Tournier est déjà plus intéressant. Le Robinson de Tournier est dans un rapport presque horizontal avec la nature. Donc, on a un début de conscience écologique. Ce n'est plus l'humanisme vertical qui domine la nature, c'est véritablement un rapport beaucoup plus riche, beaucoup plus sensible, beaucoup plus horizontal. Et quand vendredi va arriver, ça sera pour le Robinson la découverte de l'étranger, de l'autre, de la différence. Ça sera pour lui un apport extraordinaire, un enrichissement total. Et le Robinson que je voulais décrire, c'est justement pour décrire la situation dans laquelle nous sommes, qui fait que aujourd'hui, l'autre n'est pas
seulement l'étranger. C'est-à-dire qu'on a encore des archaïsmes, ce qui fait que quelqu'un qui a une autre peau, une autre langue, un autre dieu, il y a encore quelques réflexes xénophobes. Mais on n'est pas éperdu ou de sidération aujourd'hui lorsqu'on voit quelqu'un qui a les yeux bridés ou qui a une peau noire, etc. Donc l'autre, ce n'est plus l'étranger. L'autre pour nous, c'est véritablement la totalité monde, c'est-à-dire cette espèce de choses inaccessibles, cette échelle de vie, d'existence, de réalisation, de pensée, de conception qui nous paraît hors d'atteinte et dans laquelle nous devons nous réaliser. Cet autre-là, c'est une conquête que nous devons faire au même titre que nous avons dû conquérir le rapport à celui qui est différent. Voilà, l'empreinte à Crusoé, c'est aux éditions Gallimard. Et puis donc le dernier, enfin en tout cas les contes des sages créoles dans cette collection magnifique aux éditions du Seuil, je vous la conseille. Alors ils ont changé la couverture était toilée, c'était sublime. Ils en ont fait quelque chose de plus lisse, je suis très déçu. Je vais tout de suite appeler les éditions du Seuil. Enfin, je dis ça depuis une semaine, donc je vais finir par le faire. Mais c'est une collection magnifique, je vous conseille. Et là, vous retrouvez plein de contes créoles avec les commentaires, enfin en tout cas la préface de Patrick Chamoiseau. Max Lobé, Loin de Douala, c'est aux éditions Zoé, fidèle à votre éditeur. Les 4 romans sont publiés chez Zoé. C'est une maison d'édition suisse qui est absolument géniale parce que l'objet est beau, c'est bien édité, c'est bien imprimé, le papier est agréable, c'est pas trop cher, enfin tout va bien. Voilà, merci beaucoup à vous. On vous retrouvera, Patrick Chamoiseau. Vous pouvez les applaudir, oui. Patrick Chamoiseau.